Voilà, donc bonjour, bienvenue à tous. Donc bienvenue pour cette quatrième présentation de la journée portes ouvertes des services de santé au travail. Donc portes ouvertes, vu la configuration, elles sont un petit peu modifiées. Donc là, voilà, ce sont des présentations à distance organisées par le biais de présence. Et donc cette présentation, la quatrième de la journée, sera sur le retour d'expérience par rapport à la situation vécue sur le Covid-19 et puis quelle expérience en tirer pour se préparer éventuellement à une nouvelle vague ou à une nouvelle épidémie. Donc je me présente Adrien Duc, je suis ergonome, je suis aussi responsable du service technique à MTN Prévention, le service de santé au travail de la Nièvre, et le docteur Ameille m'accompagne en co-animation, qui est aussi médecin du travail au niveau de la prévention. Voilà, Olivier Oui. Ameille, je suis médecin collaborateur. J'ai rejoint MTN Prévention il y a 2 ans. Nous suivons là, donc, nous sommes le service interentreprise de la Nièvre. On suit l'ensemble des entreprises du secteur privé du département, avec environ 39 000 salariés suivis. Moi, je m'occupe d'un secteur de Nevers et puis d'autres communes de l'axe long de la Loire, la Charité-sur-Loire et une partie de Cône-sur-Loire. Voilà. Donc du coup, on va aborder cette présentation donc avec une projection et puis Dr Ameille et moi-même, on va alterner la présentation. On va essayer de suivre les questions par le chat et on essaiera de répondre à vos questions à la fin de chaque partie dans la mesure du temps disponible. Donc n'hésitez pas à utiliser le chat pour poser des questions. Et si on ne vous répond pas tout de suite, ce n'est pas grave, on essaiera de reprendre à la fin de la partie. Alors, on a découpé cette présentation en 3 parties, avec une première qui sera sur l'impact du confinement, des confinements et des mesures barrières sur les risques professionnels. Voilà, en détaillant plusieurs risques. Ensuite, le docteur Ameille présentera l'évolution qu'il y a eu au niveau du suivi médical, de savoir ce qui s'est passé de notre côté en tant que service de santé au travail. Et puis, on terminera sur une 3e partie avec les éléments à prendre en compte en cas de nouveau confinement ou de nouvelle épidémie. Avoir des bons réflexes et savoir que faire pour faire évoluer la situation dans le bon sens. Alors, la première partie, impact du confinement, des confinements et des mesures barrières sur les risques professionnels. Donc, on va commencer par les risques biologiques. Ce qu'on a vu au niveau des entreprises par rapport aux risques biologiques, on a eu 2 phases bien distinctes, vraiment pendant le confinement et après le confinement. Où pendant le confinement, la principale difficulté, ça a été l'accès au matériel de protection, notamment aux masques. Je ne vais pas m'étaler sur le sujet, ça a fait les gros titres et on en a beaucoup parlé, mais il y a eu des difficultés pour s'approvisionner, trouver des masques, trouver aussi au niveau des masques en tissu lesquels étaient utilisables, lesquels étaient fiables, dans quelles conditions, combien de temps, comment l'entretenir, etc. C'était vraiment les grosses questions qui ont été les plus difficiles, auxquelles on a finalement réussi à trouver des solutions et des réponses après le confinement. Et la deuxième grosse difficulté qu'on a eue pendant le confinement, c'était de savoir trier les informations. Puisqu'on entendait à peu près tout et son contraire, que ce soit au niveau des masques, de la transmission du virus, voilà, chacun avait sa petite idée et sa vérité au final sur la dangerosité, les protections, etc. Et on avait beaucoup de choses qui affluaient de partout, qui étaient interprétés, surinterprétés, repris plusieurs fois et déformés. Et donc, c'était difficile dans cette période-là de trouver des bonnes informations qui soient fiables. Donc voilà, ça a été vraiment le deuxième point noir qui était difficile pendant le confinement. Après le confinement, ce qu'on a observé, c'est que globalement, le risque biologique a été bien pris en compte. Chacun avait conscience voilà, qu'il y avait une épidémie qui était en cours et qu'il y avait des moyens de prévention et de protection à mettre en place.
Pour les entreprises qui ont pensé à mettre à jour leur document unique, c'était dans la grande majorité inclus dans cette mise à jour. C'était même le moteur de la mise à jour du document unique. Donc sur ce point-là, pas de souci. Au niveau des gestes barrières, ça a été très bien intégré, en particulier à la suite du déconfinement. Mais petit à petit, on peut observer aussi un effet de relâchement, c'est-à-dire qu'au début, voilà, on désinfecte bien, on va bien se laver les mains régulièrement, et petit à petit, on peut sentir quand même que une certaine lassitude, des habitudes qui sont prises, et on revient petit à petit parfois dans des anciens schémas de fonctionnement, avec peut-être des raccourcis aussi, tout simplement pour gagner du temps ou pour revenir à des méthodes et une organisation avec lesquelles on a été habitué avant la période pandémique. Et donc, du coup, voilà, il y a une attention à apporter sur ce relâchement qui est possible. On a aussi un relâchement qui est parfois possible en se disant on porte le masque, du coup on est protégé, on n'a plus besoin des autres gestes barrières, ce qui est faux. On a quand même besoin aussi de respecter, notamment au niveau du lavage des mains, la désinfection des surfaces, etc. On a aussi eu des difficultés qu'on a encore pour le port du masque, qui peuvent venir aussi bien des salariés qui refusent de porter le masque ou qui ont des difficultés à le porter, que pour des clients qu'il va falloir apprendre aussi à gérer avec des clients qui ne veulent pas porter le masque. Donc ça aussi, ça a été une difficulté, ça a été quelque chose qui n'a pas forcément été pensé à la base parce que voilà, c'est pas forcément quelque chose pour lesquels on avait anticipé ce côté refus du port du masque, mais ça fait partie des éléments à prendre en compte. Et par contre, le point noir qu'il va y avoir par rapport à la gestion du risque biologique, souvent, c'est dans la prévention en dehors des postes de travail. C'est-à-dire qu'au niveau du poste de travail, là où les personnes sont toute la journée, les choses sont plutôt bien pensées, plutôt bien intégrées. Par contre, pour tous les à côté, à savoir le réfectoire, les toilettes, le vestiaire, etc., il peut y avoir des difficultés et un manque de préparation, un manque de prévention, tout simplement parce que ça ne fait pas partie des choses auxquelles on est habitué de penser quand on parle prévention des risques. On ne parle pas nécessairement de ce qui se passe et de comment ça se passe, par exemple, dans les vestiaires. Donc ça, c'est un point, on va dire, un peu négatif qui a eu du mal à s'intégrer, qui finit par faire son chemin quand même, mais qui serait peut-être aussi à prendre en considération par la suite. Je propose qu'on ait une question sur les masques inclusifs. Les masques inclusifs agrégés DGS ne sont pas encore certifiés AFNOR, vous confirmez? Moi, je n'ai pas d'informations sur ces masques DGS. Ce que tu peux dire? Alors, DGS, en fait, si je comprends bien, c'est les masques peut-être plutôt DGA qui sont vérifiés par la Direction Générale des Armées. Voilà. Donc oui, ces masques DGA, en fait, permettent de vérifier la filtration de l'air et la respirabilité. Donc, qu'ils soient certifiés AFNOR ou pas, en fait, c'est pas forcément la question. La question, c'est de savoir est-ce qu'ils sont efficaces. Et en fait, cette agrégation DGS, enfin DGA, du coup, permet justement de montrer qu'ils sont efficaces et pour combien de lavage. Après, la certification AFNOR, la norme qui a été diffusée, elle permet simplement de choisir les tissus et des patrons qui, de base, permettent d'anticiper justement le respect de la respirabilité et de la filtration. Donc du coup, l'efficacité d'un masque fait selon les normes AFNOR devrait aboutir à des résultats qui devraient être validés par la DGA. Mais disons que le côté DGA va être plus intéressant parce que là, on a une validation qui est testée, on a une qualité qui est éprouvée qui permet d'affirmer que le masque est efficace et respirable. Donc voilà pour les risques biologiques. Pour les parties biomécaniques, donc on a un premier point sur le télétravail. Donc juste pour information, il y a déjà une présentation spécifique sur le télétravail qui a eu lieu ce matin. Donc si vous voulez plus de détails, vous pourriez aller voir après cette présentation sur YouTube.
Donc après, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller consulter cette vidéo. Alors pour le télétravail, au niveau des retours qu'on a eu, la grosse difficulté, c'est que la situation de télétravail, elle est particulière en cas de confinement, puisqu'on est dans une situation de télétravail qui va être subie, prolongée et non préparée. Là où habituellement, le télétravail va être plutôt organisé, voulu par l'entreprise et parfois aussi par les salariés, va être déterminé sur une période courte ou alors très partielle de l'activité et qui sera préparée. Là, on n'est pas du tout dans ce cas de figure et c'est ce qui fait que on a eu beaucoup d'entreprises qui se sont retrouvées en difficulté et beaucoup de salariés aussi par la même occasion face à ce télétravail. Les principales difficultés qu'on a eues dans la mise en place, c'est que on n'a pas forcément d'espace dédié chez soi à louer au télétravail, ce qui veut dire qu'on n'a pas forcément d'espace où l'on peut s'isoler, on n'a pas forcément d'espace que l'on peut aménager pour le télétravail. C'est ce qui va rendre la situation parfois difficile à tenir dans la durée. Le point positif, par contre, de cet élément-là qui peut compenser un minimum, notamment au niveau de la posture, c'est qu'on peut alterner les zones de travail. Et donc, on a eu aussi un retour de certains salariés qui se sont découverts finalement des points positifs à travailler en alternance en étant assis et debout. Et donc, du coup, qui utilisaient chez eux des meubles hauts ou un bar au niveau de leur cuisine, etc., pour pouvoir travailler debout. Et en alternant entre le travail assis et le travail debout, voilà, on a eu des personnes qui ont trouvé l'intérêt et qui ont vu l'intérêt de changer de posture, ce qui est plutôt positif et ce qui a permis un petit peu de compenser les effets négatifs de la posture fixe au domicile sans avoir des aménagements adéquats. On a eu aussi des difficultés par rapport à l'équipement des personnes en télétravail, notamment parce qu'on n'a pas eu la préparation suffisante. Donc, à savoir que, voilà, on a des personnes qui ont dû travailler de chez elles, parfois sans téléphone, sans forcément avoir des imprimantes, sans avoir des écrans disponibles ou adaptés, avec des logiciels où, au niveau du bureau, on a adapté les logiciels pour des très grands écrans qui n'ont pas pu être amenés chez les personnes et du coup, on a des difficultés pour faire afficher les logiciels. Donc, on a eu pas mal de soucis de ce côté-là. C'était un point un peu compliqué. Et toujours pareil, ce qui a pu compenser à un minimum cet aspect négatif, c'est que les personnes ont utilisé aussi de l'équipement personnel, soit parce qu'il n'y avait pas le choix, soit parce qu'ils ont préféré remplacer l'équipement qu'ils ont ramené du travail par de l'équipement personnel. Et du coup, ça a permis d'avoir un aménagement qui est un petit peu mieux adapté, puisque du coup, on achète globalement pour chez soi de l'équipement qui nous correspond et avec lequel on se sent à l'aise. Donc voilà, on a des personnes qui ont utilisé leur souris personnelle, leur écran, et qui du coup se sont retrouvées avec une installation, on va dire, un peu moins difficile du fait de l'utilisation de leur équipement. Le point positif aussi qu'on a pu avoir, c'est qu'on a eu plus de souplesse au niveau des temps de pause et des étirements. En fait, on a moins de pression sociale. Du coup, on a des gens qui, voilà, tout simplement, on a soif, on va se lever, on va prendre un verre d'eau, on a besoin de se vider un peu la tête, donc on va se déconnecter un peu de l'écran, regarder ailleurs. Tout ça, c'est des choses qu'on fait un petit peu naturellement, mais que l'on fait plus en étant chez soi, parce qu'on n'a pas la pression sociale, on n'a pas ni les collègues, ni un supérieur hiérarchique qui pourra regarder et penser du coup qu'on n'est pas à son travail. Et donc, on a des personnes justement qui ont pu plus facilement profiter de cette occasion-là pour avoir un peu plus de temps de pause et du coup être plus en forme au long de la journée. Au niveau de l'intégration dans le document unique, ça a été le cas pour les entreprises concernées de manière un peu épisodique. Souvent, ça a été quand même oublié, alors que ça fait partie des choses qui sont soit nouvelles, soit modifiées. Parce que même si le télétravail était pratiqué auparavant dans l'entreprise, la manière dont ça a été fait, le mode de télétravail qu'on a eu, est quand même bien différent du fait qu'il soit subi, prolongé et non préparé. Pour les autres risques biomécaniques, on peut citer le port du masque qui a posé des difficultés respiratoires ressenties. Donc du coup, on a des personnes qui peuvent être plus difficilement essoufflées, qui gèrent moins leur respiration. Donc ça peut générer un peu de fatigue supplémentaire.
On a eu aussi des problèmes de distanciation, puisque du coup, on a des situations de travail, on est obligé de travailler à deux, que ce soit pour porter une pièce, pour porter une personne, je pense par exemple aux EHPAD, au centre d'accueil de personnes, de personnes à soigner. Pour des pièces aussi qu'on doit travailler et manipuler à deux. Donc voilà, tout ça, on a eu du mal à intégrer ce nouveau mode de travail avec la distanciation nécessaire. C'était encore plus compliqué quand on n'avait pas de masque. Où là, du coup, on avait des personnes qui ne pouvaient pas travailler ou travaillaient très mal ou dans des conditions très dégradées s'ils étaient tout seuls, mais qui ne pouvaient pas travailler à deux non plus du fait de la possibilité de contaminer son collègue. Donc ça a été aussi une question assez importante. Et les solutions qui ont été trouvées, en général, ça a été finalement de modifier certains processus, certaines organisations pour différer par exemple pour le port de charge à deux, pour différer certaines phases. Ça a été aussi de réserver les masques dès qu'ils étaient disponibles pour les postes où on avait du port de charge à deux possible. On a eu aussi un développement du coup d'autres modes de manutention qui ont pu être trouvés, qui n'étaient pas mis en place tout simplement parce que pas réfléchis et parce que on avait la solution de porter à deux et donc du coup on se causait pas spécialement la tête plus que ça et donc là du coup ça a été l'occasion d'aller un peu plus loin. Donc c'est un point qui a pu aussi apporter un peu de positif pour la suite. Ensuite, les utilisations d'aide à la manutention qui se sont retrouvées limitées par la nécessité de les nettoyer parce que du coup elles sont partagées avec d'autres personnes. Donc du coup le tire-palette, le chariot, etc. C'est un peu plus compliqué à utiliser quand il faut le prendre à plusieurs. Donc du coup, ce qui s'est passé, c'est que dans certaines entreprises, on a tout simplement un espace où le matériel est rangé avec le distributeur de lingettes à côté, donc les personnes nettoyaient entre-temps. On a la possibilité aussi, du coup, on a vu des personnes qui étaient attitrées à un chariot, à un tire-palette, etc., qui étaient prêts à aller faire la manutention pour d'autres postes. Et puis, malheureusement, on a eu aussi des entreprises pour lesquelles ça s'est transformé en moindre utilisation des outils d'aide à la manutention et donc plus de ports de charge, et notamment plus de ports de charge de charges lourdes qui sont pas forcément évidentes à porter à la main. Donc, du coup, on a eu aussi des soucis qui sont venus à cause de ce point qui n'a pas forcément été pris en compte non plus dans l'évaluation des risques pour les entreprises. On a aussi toute la partie stress, donc là qu'on va développer un peu plus loin, mais voilà, le stress influence beaucoup sur l'apparition de troubles musculo-squelettiques. Donc du coup, voilà, on est dans une phase où le stress a été important, surtout pour certains, et donc du coup, ça favorisait aussi l'apparition de troubles musculo-squelettiques. Et enfin, on a eu la problématique au retour du confinement et pour certains du chômage partiel, une perte d'habitude au travail avec une perte de tonus musculaire, une perte de repères, une coordination des gestes qui sera beaucoup plus faible. Et donc, du coup, il y a toute une phase de réapprentissage qui a été nécessaire pour revenir au travail avec le risque justement du coup d'avoir des troubles musculo-squelettiques qui apparaissent plus facilement puisque le corps aura été finalement habitué à être dans des situations beaucoup plus, beaucoup plus au repos et beaucoup moins en activité, et encore moins sur l'activité de travail habituelle. Donc tous ces risques biomécaniques en dehors du télétravail, personnellement, je les ai peu vus dans le document unique. Malgré le fait que voilà, il y a des nouveaux risques qui aient pu apparaître et qui ont pu être modifiés, ça n'a pas forcément été pensé ni impliqué dans le document unique. Donc ça, c'est des choses aussi à mettre en place et à faire évoluer. Au niveau des risques liés à l'ambiance thermique, donc on a eu voilà, le cas de l'été avec des chaleurs assez importantes. Les questions qui se sont posées sur l'utilisation des ventilateurs et des climatisations qui sont revenues très très fréquemment, et les informations sur le plan scientifique qui sont arrivées relativement tardivement, avec voilà, très très peu d'engagement et des choses assez vagues dans les recommandations.
Donc au final, ce qu'on a retrouvé dans les entreprises, c'est que les ventilateurs ont été très peu utilisés, voire pas du tout. J'ai dû avoir le cas de peut-être 2-3 entreprises parmi celles que j'ai pu contacter, qui ont quand même utilisé le ventilateur dans des situations très spécifiques où les personnes étaient isolées dans leur bureau. Mais sinon, voilà, les ventilateurs ont plutôt été mis à l'arrêt cette année. On a eu l'utilisation des climatiseurs qui a été possible du fait de l'isolement des personnes, du fait aussi que les climatiseurs apportent de l'air extérieur et donc du coup on a un brassage d'air qui va être moindre. Et aussi les climatiseurs ont été utilisés beaucoup plus facilement que les personnes déjà de base étaient plus facilement isolées dans des pièces individuelles, dans des bureaux individuels. Et donc du coup, l'utilisation du climatiseur dans ce cas-là ne pose pas de problème. On a eu aussi un croisement du télétravail par rapport à l'apparition des fortes chaleurs, vu que les personnes étant chez elles, elles ont plus de facilité souvent pour gérer la température de chez elles, en gérant voilà, leur manière de s'habiller qui sera peut-être pas forcément la même que sur le lieu de travail, avec l'accès à l'eau, des glaçons, etc., qui seront plus faciles. La possibilité de poser un ventilateur chez soi, etc. Donc ça a été aussi un moyen détourné de faciliter la gestion de la chaleur pour certaines entreprises. Et puis après, par contre, pour les autres entreprises pour lesquelles le télétravail n'était pas possible, on avait l'utilisation du masque qui était rendue difficile. Et globalement, des EPI, parce qu'après, on parle du masque, mais on a aussi des entreprises qui imposait le fait de porter une blouse, des charlottes, etc., qui augmente aussi la couverture corporelle. Et donc, du coup, couplé à la chaleur, ça devient assez difficile avec des sensations de gêne qui sont très importantes, une humidification accélérée du masque qui implique qu'il faut le changer plus régulièrement. Donc, ça a posé pas mal de difficultés pour lesquelles les entreprises, généralement, ont essayé d'adapter les rythmes de travail, les pauses, etc., pour essayer de compenser cet effet négatif de la chaleur qui a parfois été un peu dur à gérer. Au niveau de l'ambiance thermique, pour le document unique, ça a été aussi assez peu pris en compte. Donc voilà, c'est des choses auxquelles on pense sans forcément trop développer. Et enfin, par rapport à d'autres risques en vrac, on peut citer les rythmes biologiques avec des personnes qui, pendant le confinement ou le chômage partiel, se retrouvaient avec un rythme biologique qui va être proche de leur rythme finalement naturel, avec, voilà, ils se lèvent entre 7 et 8 heures à peu près, ils se couchent aux heures correspondantes, et en revenant au travail, pour des postes qui ont pour des postes qui ont des horaires décalés, revenir à une prise de poste à 6 heures quand pendant plusieurs mois on a été habitué à se lever beaucoup plus tard, ça a pu être aussi difficile et ça a pu nécessiter un retour un peu plus progressif et puis des difficultés aussi à reprendre le rythme d'avant le confinement en termes de productivité. En termes d'hygiène de locaux, il y a forcément une évolution aussi sur voilà, à quel moment on fait le ménage, le rythme, la fréquence. Où on fait le ménage aussi, tout simplement parce que voilà, on avait des entreprises où le ménage était fait, mais pas spécialement sur les poignées de porte, pas spécialement sur des bornes de paiement, etc. Donc là aussi, il y a eu un nouveau système de pensée qui a été mis en place par rapport à l'hygiène des locaux. On a une question sur les gants justement par rapport aux EPI. Donc du coup, ce qui s'est passé avec les EPI, il y a eu pas mal de questions. Ce qui s'est passé, c'est que on a eu tous les EPI qui étaient partagés. Par exemple, les casques de protection contre le bruit qui se sont retrouvés partagés, qui ont eu pas mal de difficultés à survivre parce que du coup, tout simplement, on partage pas les éléments. Et après, le fait de les nettoyer, tout simplement, on peut les abîmer selon le produit qu'on utilise et c'est pas forcément non plus respecté par tout le monde. Donc, ce qui s'est passé globalement, c'est que les EPI sont devenus individualisés. Et ça a été voilà, associé à des personnes plus particulièrement. Par rapport aux gants obligatoires en entreprise, certaines ont essayé, la plupart sont revenus en arrière, tout simplement parce que justement le fait de ne pas pouvoir nettoyer les gants correctement
fait que c'est beaucoup moins efficace pour la prévention que d'utiliser ses mains et de se les nettoyer très régulièrement après chaque contact qui serait suspect. Ensuite, au niveau gestion des déchets, il y a forcément eu des questions qui sont posées sur la gestion des masques, comment on fait avec les masques, comment on les jette. Donc là, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un protocole qui est sorti au niveau du gouvernement avec le fait de jeter les masques dans les poubelles habituelles, mais en les refermant bien et en les laissant avec un délai de 24 à 48 heures avant de les sortir sur la voie publique. Il y a eu aussi la question des circulations dans les locaux qui a été repensée, avec forcément les circulations à sens unique pour que les personnes ne se croisent pas. Mais ce qui peut être négligé aussi, c'est que du coup, une circulation à sens unique fait qu'il y a des personnes qui se déplacent beaucoup plus pour faire ce qu'ils avaient à faire avant dans l'atelier. Et donc, on peut avoir des déplacements beaucoup plus importants pour certains postes. Donc ça aussi, c'est pas négligé. On a eu aussi un risque chimique qui est apparu avec tous ces produits de nettoyage qu'on utilise, notamment la javel qui a beaucoup été utilisée, mais qui n'est pas sans risque, autant pour les voies respiratoires que pour le contact. Donc ça aussi, c'est à bien prendre en compte dans l'évaluation des risques, puisque ça peut être un nouveau risque qui apparaît ou un risque qui est modifié. Se pose la question aussi des ascenseurs. Voilà, comment utiliser les ascenseurs? Est-ce qu'on porte le masque dans l'ascenseur quand on est seul dedans? La réponse est oui, puisque l'ascenseur ne va pas générer un flux d'air suffisant pour permettre un renouvellement correct de l'air, et donc on peut toujours avoir des suspensions qui ont été émises par les personnes qui ont été dans l'ascenseur s'ils ne portent pas de masque. Et donc, du coup, une personne qui arrive après peut se retrouver potentiellement contaminée par ces miasmes qui se retrouvent dans l'ascenseur. Alors, au niveau des questions, du coup, je vois nettoyage du sol tous les jours est-il d'actualité? Alors après, ça, c'est à chaque entreprise de voir en fonction de sa situation. Ça peut toujours être d'actualité si besoin. L'important, c'est que tout simplement, il n'y ait pas de remise en suspension de poussière et que du coup les personnes soient bien conscientes que si elles sont exposées au niveau de leur travail au coronavirus, en rentrant chez elles, tout ce qui a été en contact avec l'extérieur, donc les chaussures, les vêtements, etc., sont potentiellement contaminés. Donc ça, après, c'est aussi une information à transmettre aux salariés pour que ils prennent ça en compte et limiter les risques au niveau de leur domicile. Après, sur le protocole de nettoyage, c'est à chaque entreprise de faire le point en fonction de sa situation propre. Et enfin, le dernier risque au niveau des risques psychosociaux. Donc là, on a deux situations différentes. On a le risque psychosocial pour les personnes qui sont en présentiel et pour celles qui sont en télétravail. Donc au niveau du présentiel, les principales sources de stress, ce sont les inquiétudes sur le risque de contamination pour soi ou pour les autres. On a des échanges sociaux qui sont perturbés par le port du masque et les distances à respecter. Et une fatigue ressentie qui va être plus élevée, qui peut être plurifactorielle, mais qui est toujours là. Pour le télétravail, on a eu pas mal de soucis liés au télétravail, avec notamment des personnes qui se sont senties isolées, qui n'avaient plus de contact avec leur hiérarchie, avec leurs collègues. On avait à l'inverse des personnes qui étaient hyper connectées au travail, qui étaient tout le temps en lien avec d'autres personnes, mais qui du coup débordaient de leur temps de travail, que ce soit au niveau du temps de travail quotidien ou du temps de travail hebdomadaire. On a eu une gestion de l'autonomie qui a été remise en question, puisque du coup, on a des encadrants, des dirigeants, etc., qui se sont retrouvés à beaucoup plus contrôler le travail de leurs salariés, puisque du coup, les personnes étaient en distance. Elles voulaient avoir un peu plus la main, elles pouvaient moins surveiller que d'habitude le travail qui est fait. Donc, ça a créé aussi parfois une présence beaucoup trop forte et beaucoup trop rigide, qui était mal ressenti. On a aussi l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle qui était compliqué. Donc, on a eu le cas dans le confinement avec la gestion des couples qui télétravaillaient tous les deux, parfois avec les enfants. C'est compliqué. Et puis après, on a l'équilibre au niveau horaire avec des temps de travail qui peuvent être
débordés par rapport au temps de travail habituel et des personnes qui pouvaient travailler le soir, la nuit, etc. C'est d'autant plus difficile que les appareils restent à domicile et que du coup, on voit en permanence, pour certains cas, des appareils de travail qui sont positionnés chez soi, qui nous rappellent en permanence aussi le milieu du travail et qui nous empêchent de nous déconnecter. On a le suivi de l'activité qui, de son côté, n'était pas forcément toujours fait non plus, avec des managers ou des dirigeants qui, là, pour le coup, étaient dans l'extrême inverse, à savoir étaient trop éloignés, ne faisaient pas de point avec leur équipe ou avec les personnes qu'ils avaient sous leurs ordres. Et donc, du coup, on a des personnes qui se sont senties finalement un peu livrées à eux-mêmes et sans objectif, sans forcément savoir quoi faire, ni si ce qu'ils faisaient était correct. Donc, ça peut être aussi une source de stress. On a eu des managers de proximité qui se sont retrouvés un petit peu désœuvrés en se demandant finalement dans ce cas de figure quoi faire, comment se positionner, quel est mon rôle. Et là, ça n'a pas forcément été évident non plus à retrouver comme état d'esprit. Et puis ensuite, on a finalement le maintien du collectif qui a aussi été une victime du télétravail dans certains cas, avec un éloignement des personnes, avec beaucoup moins d'échanges informels et donc du coup beaucoup moins de liens avec les collègues et donc beaucoup moins d'informations qui circulent au niveau du travail. Hop, alors au niveau des questions, donc on va juste prendre les questions qui sont arrivées. Alors au niveau des nettoyages des équipements partagés, voilà, donc après lingette ou gel hydro, après c'est pareil, c'est équivalent. L'important c'est que il n'y ait pas de virus sur les mains. Donc considérer à chaque fois que l'équipement en question peut être contaminé. Donc après, soit un nettoyage, et si l'équipement ne le supporte pas, ça veut dire nettoyage des mains systématique après utilisation d'une machine partagée. Et puis pour le réfectoire interne de l'entreprise, quel retour d'expérience? Alors après, le retour d'expérience, il y a eu plusieurs cas de figure. On a eu des entreprises qui ont imposé des règles de nettoyage et pour lesquelles ça a plutôt bien fonctionné. Il y a des entreprises pour lesquelles ça a moins bien fonctionné avec des personnes qui respectaient moins les règles. Donc là, ça a été difficile après parce qu'on ne peut pas non plus être en permanence en train de surveiller après chacun qui fait quoi, est-ce que les choses ont été bien nettoyées. Donc du coup, ça n'a pas forcément été évident. Et puis après, on a des entreprises qui ont tout simplement supprimé l'utilisation des frigos, des micro-ondes, voire dans certains cas extrêmes, le réfectoire. Donc voilà, c'est pas forcément évident non plus parce qu'après les personnes n'ont pas forcément la possibilité de manger ailleurs. Pendant l'été encore, ça a été plus ou moins bien accepté parce qu'il y a la possibilité pour certaines entreprises de manger à l'extérieur. Donc du coup, ça compense un peu le fait que les réfectoires soient fermés. Le fait de manger froid aussi, c'est moins gênant l'été. Par contre, là où va arriver l'hiver, c'est là où effectivement ça pose question sur ces entreprises qui ont complètement fermé le réfectoire ou l'accès aux machines partagées. Donc voilà pour la première partie, et je vais laisser la main à Dr Abaï. Alors, bonjour à tous. Donc, je vais vous parler de l'évolution du suivi médical au cours de cette pandémie. J'aborderai quelques questions qui sont issues de la foire aux questions qu'avait diffusé la Société française de médecine du travail, qui reprenait certaines questions fréquemment posées par des salariés ou des employeurs au cours de cette crise sanitaire. Donc, les connaissances médicales, bien évidemment, sont affinées au cours du temps. On a eu, par exemple, la liste du Haut Conseil de santé publique sur les personnes vulnérables qui était très ouverte au début, qui avait peu de précision, puis qui finalement s'est affinée en termes de connaissances. Et de nombreuses spécialités savantes dans telle ou telle pathologie ont pu amener des recommandations plus précises. Et donc, ça a pu nous aider dans le suivi et dans le conseil des salariés qui, comme ça a été dit tout à l'heure, dans les risques psychosociaux, évidemment, avaient une forte inquiétude de contamination. Donc, le rôle du médecin, c'est le conseil du salarié et de l'employeur. Donc là, nous, on est pour le rôle d'information sur les risques, d'information sur le milieu de travail, et on fait un inventaire des moyens de prévention, on réfléchit en partenariat avec les ergonomes
notre service, comme Adrien Duc, sur l'adaptation et avec les entreprises sur l'adaptation des moyens de prévention. Alors, la diapo suivante, voilà, donc on est passé avec des recommandations. Alors, on a eu beaucoup de recommandations multiples dans lesquelles on a dû faire un peu la synthèse entre le comité de santé publique, l'assurance maladie, santé publique, le ministère de la Santé, celui du Travail, la Société française de médecine du travail. Et la prise en charge a été variable au cours du temps. Dans les tout premiers jours du mois de mars, on était sur l'arrêt de travail classique. Puis il y a eu le confinement avec l'autodéclaration sur Déclaramélie pour les personnes en affection longue durée pour une liste importante. Puis après, il y a eu les certificats d'isolement qui étaient prescrits par le médecin traitant sans date de fin. Et puis après, ont été rediscutés. Alors, je voulais refaire un petit point sur une notion que je pense que la majeure partie d'entre vous a pu prendre connaissance, c'est la liste des personnes vulnérables qui a été actualisée dans un décret du 30 août. Et donc, maintenant, les personnes éligibles au chômage partiel sur prescription médicale, c'est les salariés qui répondent à l'un des critères suivants, être atteint d'un cancer évolutif sous traitement, hors hormonothérapie, par exemple, cancer du sein opéré, stabilisé avec du tamoxifène, par exemple, c'est pas indiqué. Il y a toutes les immunodéficiences congénitales ou acquises, les personnes de plus de 65 ans avec un diabète et une obésité associée à des complications vasculaires, ou les personnes dialysées avec une insuffisance rénale chronique sévère. Donc on voit que le spectre de pathologie s'est énormément réduit, le spectre d'âge aussi, les obèses, c'est les obèses de 65 ans et plus. Donc on est passé donc à une liste très très restreinte de personnes vulnérables comparée à celle qui existait au mois de mai 2020. Donc on va reparler dans la diapo suivante. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le but de cette liste, c'est une liste pour les personnes éligibles à l'activité partielle. Les vulnérabilités de la liste antérieure persistent. Les salariés de 50 ans obèses diabétiques, aujourd'hui, en septembre 2020, ne sont pas moins à risque qu'en août 2020, et voire même plus, vu que la pandémie reprend, les taux d'incidence sont à la hausse, les nouvelles classifications des départements et des agglomérations le montrent. Donc, c'est bien une liste, il faut bien garder en tête la possible vulnérabilité des salariés antérieurement bénéficiaires de l'activité partielle. Alors, donc la source, donc je vais aborder avec vous reformuler un petit peu les questions fréquemment posées et qui avaient été abordées par la Société française de médecine du travail. Alors, question qu'on a eues fréquemment, directement par l'employeur ou le salarié qui nous contactait. Peut-on s'opposer au retour au travail d'un salarié vulnérable? Eh bien non. Sauf s'il y a un danger pour des tiers, quelqu'un qui va avoir un poste à risque, qui va beaucoup avoir de contact avec du public, des collègues, mais on ne peut pas, stricto sensu, l'empêcher de retravailler. Par contre, il y a une obligation de l'informer sur les risques et sur les moyens de prévention. On peut réfléchir évidemment à l'aménagement du poste, discuter avec le salarié et l'employeur pour qu'il aille vers un poste moins exposé, et par exemple poser la question sur certains métiers, sur le rôle du télétravail. Donc, il y a un intérêt aussi dans la prévention de diffusion de la maladie, pas dans les transports. Alors, on est dans une région où il y a moins de risques de diffusion dans les transports, quoique on a pas longtemps, un salarié travaille de nuit dans la restauration, il est un petit peu fragile, des collègues veulent rentrer en voiture avec lui, qu'est-ce qu'on fait? C'est un petit peu difficile, des situations comme celle-là. Alors, question suivante. Est-ce que le médecin du travail doit contacter tous les salariés vulnérables avant une reprise d'activité? Alors non, on ne peut pas. D'abord pour une raison pratique de ressources humaines et de capacité à le faire par nos services. Par contre, c'est important que l'employeur assure bien une information à ses salariés sur les vulnérabilités susceptibles d'entraîner une forme grave de Covid. Là, la nouvelle vague qui se dessine doit bien amener à rappeler ces risques-là chez des personnes qui, même si aujourd'hui sont plus éligibles au chômage partiel, doivent quand même
bien sensibilisées sur le risque qu'elles peuvent avoir de maladie, le risque de forme grave de la maladie Covid. Et si le salarié il a des doutes sur des vulnérabilités, lui recommander de se rapprocher du service santé au travail ou de son médecin généraliste. Question sur le covoiturage. Alors, sur le covoiturage, il y a des recommandations d'éviter avec des distances d'un mètre, de port de masque, avec ces notions-là. Donc, il est possible, après, c'est quand même encourager le plus possible un transport individuel. Il est évident que si deux personnes sont dans une voiture pendant 15 minutes avec le masque, bon, on ne va pas aller sur un risque très, très important si on compare avec ce qui peut se passer dans les transports en commun des grandes villes. Cela dit, voilà, dans une démarche de réduction du risque sur le terrain, je crois que c'est quand même préférable d'essayer de dissuader, d'amener d'autres formes de transport. Alors, est-ce que le médecin doit convoquer les salariés que l'employeur lui aurait désignés comme vulnérables en arrêt? Alors, nous, on ne peut pas faire de convocation par le médecin. Il ne peut pas y avoir de convocation par le médecin du travail. Par contre, la séquence, ça doit être l'employeur qui conseille aux salariés de se rapprocher du service de santé au travail pour demander une visite ou une téléconsultation. Tout en sachant que, stricto sensu, quand le salarié est en arrêt, le contrat de travail est suspendu et voilà. Ça peut être des fois interprété de façon désagréable d'appeler le salarié durant son arrêt. Mais donc, je crois que c'est beaucoup ce qu'on disait tout à l'heure, c'est beaucoup sur la communication en amont, sur l'information sur certaines populations à risque et de leur conseiller, parce qu'ils sont potentiellement à risque, si on a cette information-là, de leur dire, voilà, vous êtes en arrêt, demandez conseil à votre service de santé au travail. Alors, il n'y a pas de possibilité de faire des listings de personnes vulnérables par l'employeur et pas par le médecin du travail. Le médecin du travail ne peut pas communiquer de liste de personnes vulnérables à l'employeur. Par contre, l'information doit se faire dans le sens employeur-salarié, de dire j'informe mes salariés qu'ils peuvent, s'ils ont un doute, ils peuvent se rapprocher du service santé au travail et ils peuvent discuter de leur poste de travail et de voir les mesures de prévention qu'ils peuvent avoir. Alors, une des composantes là qu'on a abordé tout à l'heure sur les risques psychosociaux, c'est vrai qu'on voit à l'approche de la deuxième vague qu'il y a la question de préserver la santé psychique des salariés dans ces circonstances très exceptionnelles. Je crois que nous, dans notre pratique, on essaie de rester avec des outils qu'on connaît déjà, qui sont des outils de référence dans la prévention des risques psychosociaux. C'est le rapport Golac qui a été commandé par le ministère du Travail il y a quelques années, qui permet de bien voir qu'il y a 6 critères. Donc, les exigences de travail, on voit qu'aujourd'hui, le travail est marqué souvent par une augmentation de l'activité, une inflation des procédures. Il y a des exigences émotionnelles avec l'inquiétude des salariés. Il y a aussi des fois les relations avec certains clients qui sont difficiles dans cette période de pandémie. L'autonomie est souvent contrariée dans la prise de décision, donc ça c'est aussi un facteur de souffrance psychique. Les conflits de valeurs entre la nécessité d'activité et la protection de la santé des salariés. J'ai eu beaucoup surtout dans le début de la pandémie, des entreprises qui avaient besoin de reprendre et qui avaient également la peur d'exposer leurs salariés et qui étaient pris beaucoup de managers, beaucoup de responsables RH qui étaient pris dans ce dilemme qui était des fois douloureux à trancher. Et puis les relations au travail, elles peuvent être marquées par des tensions liées aux incertitudes, aux exigences nouvelles, au besoin de rattraper une activité et dans un contexte où l'avenir de l'entreprise peut être en point d'interrogation. Alors, dans les perspectives qu'on peut avoir sur cette crise, on peut dire qu'on a on a accompli des progrès dans la connaissance du risque infectieux. Aujourd'hui, même s'il y a beaucoup de zones d'ombre, de débats d'experts, de querelles de chapelle dont on est tous témoins, il y a quand même une meilleure connaissance du risque infectieux.
La prévention organisationnelle s'est quand même beaucoup améliorée. On voit toutes les questions de vitres en plexiglas, de flux des salariés, des publics, la disponibilité des équipements de protection. Tout ça, ça s'est beaucoup développé. L'organisation du télétravail aujourd'hui progresse. On voit bien que les préventeurs, ils n'ont pas fait ça tout seuls non plus. On voit bien dans le dialogue avec les entreprises, il y a une réflexion qui s'est faite et on commence à percevoir des zones de fragilité dans le télétravail, des zones de progrès, des zones d'amélioration. Donc, on peut penser que si dans X semaines, il doit y avoir davantage de salariés en télétravail, on saura mieux les entreprises sauront mieux les suivre. Et nous, professionnels de santé, on saura mieux repérer les risques auxquels ils peuvent être exposés et la façon de les accompagner. Alors, les points faibles qu'on a devant nous, c'est les difficultés du dépistage, avec des protocoles qui ont été un petit peu imprécis, variables, chaotiques. Et puis, il y a la difficulté pratique sur le terrain, dans les délais de réalisation, dans les délais d'obtention des résultats. On a aussi les difficultés du traçage. On voit bien que quand on est contacté par des entreprises sur des situations de cas de Covid, dans l'échange qu'on peut avoir avec l'entreprise, les interlocuteurs nous signalent des personnes plus à risque, mais il y a souvent, alors ils vont nous en signaler 3, 4, 5, 6, et après, il peut y en avoir beaucoup plus, avec qui il y a un risque beaucoup moindre, mais on ne va pas forcément partir sur l'isolement et le test, mais ils peuvent quand même présenter un risque. Donc, c'est assez difficile à assurer un traçage de bonne qualité, d'autant plus que culturellement, il y a une réticence à des outils comme Stop Covid, donc il y a peu d'efficacité sur ce registre-là. Donc, dans les points faibles qu'on a, j'en ai dit deux mots, la variation réglementaire, donc c'est compliqué de s'y retrouver parce que ça change souvent, donc il faut autant les professionnels de santé que les entreprises, elles sont amenées à devoir toujours actualiser leurs connaissances. Il y a aussi le problème, on le voit nous sur le terrain, dans toute une patientèle, toute une série de salariés non Covid, mais qui sont des salariés pour lesquels qu'on reçoit pour des questions qui ne sont pas liées au Covid, mais qui ont souvent des comorbidités, qui ont eu des opérations décalées, qui, par exemple, sur des visites de reprise pour des problèmes musculo-squelettiques, n'ont pas pu faire la kiné comme ça aurait pu être fait dans des conditions optimales. Et donc, on est sur un mode dégradé. Il y a tout un soin dégradé dans toute cette période. Il y a eu tous les gens qui ont des pathologies associées, qui ont eu des opérations décalées. Donc, on a une population de salariés qui est potentiellement plus fragile pour de nombreuses pathologies. Je pense aux troubles musculo-squelettiques, on a des choses difficiles. Pouvez-vous nous en dire plus sur les risques infectieux? Les risques infectieux, il y a le risque dans la transmission. Donc là, les moyens de transmission, maintenant, ils sont bien connus sur à la fois des mesures de prévention organisationnelle, qui doivent amener une distanciation physique, une désinfection des locaux, et puis des équipements de protection qui, heureusement, sont beaucoup plus disponibles. Après, les risques infectieux, les risques infectieux, j'en ai parlé tout à l'heure, les populations à risque, je vous dis, elles n'ont pas changé. Aujourd'hui, évidemment, dans une notion de remettre au travail une partie importante de la population, on a réduit le dispositif de chômage partiel, mais les personnes vulnérables restent vulnérables, donc il faut particulièrement être attentif à ces personnes. Alors, sur le respect des gestes barrières, oui. Les 4 mètres carrés, oui. Il y a une petite précision il y a un document de la Directe sur le risque infectieux qui est dans je vais vous relire la définition des personnes à risque
personnes contact à risque. Aujourd'hui, dans les recommandations de la Directe, en partenariat direct CARSAT ARS, les personnes qui sont considérées contact à risque, c'est une personne qui n'a pas, en effet, eu les équipements de protection type le masque chirurgical et ou la vitre, masque chirurgical ou masque avec la norme, et qui a eu le contact rapproché. Et le contact rapproché, c'est par exemple ce qu'on a pu voir tout à l'heure sur la pause repas. On voit qu'aujourd'hui, dans la plupart des postes de travail, il y a une bonne distanciation physique et un bon port du masque. Et il y a une bonne hygiène des mains, bonne hygiène des locaux. Par contre, le problème, c'est le moment où les gens se croisent. Prise de poste, fin de poste, transport, on parlait du covoiturage tout à l'heure, c'est en effet des moments à risque. Je pense à une entreprise de restauration là, que j'ai vu il n'y a pas longtemps. Bon, là, il y a quelque chose à reprendre avec eux sur les vestiaires, sur les tailles de vestiaires, des choses comme ça, et des distances. Et, bon, on essaie de voir justement sur les horaires de prise de poste et sur les choses comme ça. Je propose qu'on avance un peu et puis on reviendra sur les questions si besoin après. On laissera les questions après. Donc, l'objectif, c'est de vivre avec le virus, sachant que la situation actuelle est pourvoyeuse de facteurs de risque psychosociaux. Alors, dans ceux que j'avais listés tout à l'heure, c'est surtout les exigences du travail qui sont quantitatives, parce que dans de nombreux secteurs, il y a besoin de rattraper, et qualitatives, parce qu'il y a des procédures plus complexes. Donc, ça fait un travail qui est plus difficile à assurer. Et puis, il y a une insécurité au travail, que ce soit l'incertitude économique avec la peur de la fin d'activité ou de la baisse d'activité, ou la peur de la contamination. Après, aujourd'hui, on a un rôle du référent Covid, un rôle du CSE pour associer les salariés à la démarche de prévention, et à partir de là, bien faire passer un message de prévention le plus négocié, le plus discuté possible pour qu'il y ait une bonne adhésion. Et puis, il y a aussi nécessité de rassurer les salariés sur leur sécurité au travail, donc diminuer le risque Covid, mais sans négliger les autres risques. On sait classiquement que l'accidentalité, elle augmente quand il y a un contexte de reprise d'activité. Donc là, aujourd'hui, on n'a pas encore de chiffres de remontée des AT, mais voilà, quand les entreprises redémarrent fort, et que c'est le cas dans certains secteurs, ça peut être à risque. Et puis après, de façon plus générale, on peut dire que c'est important de donner un objectif commun, de donner du sens, d'être à l'écoute du vécu des salariés, parce qu'on voit que la crise est quand même c'est une crise de longue haleine, et de repérer les fragilités des personnes ou des organisations. Et du coup, on parlait du référent Covid. Je rappelle que c'était le thème de la présentation précédente. Donc pour ceux qui l'ont raté, n'hésitez pas à aller le regarder sur YouTube, sur la chaîne dédiée. Juste un petit commentaire sur la question. En effet, la précision ARS de ce jour par téléphone, ça, le contact à risque, c'est le contact direct. Enfin, c'est résumé, mais c'est ça. Hein, c'est contact direct ou face à face à moins de 1 mètre, sans protection, c'est-à-dire ni la vitre, ni le masque, ou alors même toi. Et pour rester dans le professionnel, c'est ça. Ce qui veut dire que dans beaucoup de situations de travail, des salariés où il y a une bonne distanciation sociale, où il y a le masque, où il y a l'hygiène, on rentre dans le à risque négligeable, ce qui ne doit pas forcément amener à isoler, tester. Et du coup, voilà pour la partie suivi médical, ce qui nous amène à la dernière partie sur comment se préparer effectivement pour un éventuel nouveau confinement ou une nouvelle épidémie. Parce qu'après, même si l'épidémie actuelle venait à s'arrêter, on n'est pas à l'abri de retrouver les mêmes conditions pour un nouveau virus ou une nouvelle bactérie qui émerge et qui nous ramènerait dans ce genre de situation. Donc c'est toujours mieux d'être préparé et d'en avoir tiré expérience des situations précédentes. Alors, dans le cadre général, le plus important, c'est de mettre à jour le document unique et de le mettre à jour entièrement, de ne pas se limiter non plus à l'actualisation des risques biologiques. On a bien vu, il y a vraiment tout un tas de risques qui peuvent être impactés par soit directement le virus, soit les mesures mises en place pour se protéger du virus. Et donc, du coup, il faut penser à tout couvrir. Donc, pour plus de détails sur le document unique, ça fait partie, c'est le thème même de la prochaine présentation à 16h30. Donc, je vous invite à y aller et pour ceux qui ne pourraient pas, aller la retrouver sur YouTube par la suite. Ensuite, il faut essayer de se rapprocher des sources institutionnelles, notamment des services de santé au travail, puisqu'on est là vraiment pour conseiller les entreprises
sur la prévention des risques. Donc là, ça en fait partie. Et justement, on a des personnes qui sont dédiées à chercher les informations, s'actualiser, essayer de trouver ce qui va être le plus pertinent possible par rapport à votre activité. Donc, il ne faut pas hésiter à vous appuyer sur les services de santé au travail. C'est leur rôle et c'est aussi des interlocuteurs dans lesquels vous pouvez avoir confiance. Ensuite, au niveau des sources d'information, parce qu'on avait parlé que l'information était difficile à trouver de manière claire pendant le confinement, il y a 2 conseils principaux, c'est diversifier les sources d'information et c'est de ne pas rester sur un seul canal qui pourrait du coup, disons que ce canal pourrait ne pas relayer certaines informations qui seraient pertinentes et utiles. Et donc après, de centrer par contre les sources d'informations sélectionnées sur des médias sûrs et spécialisés. Donc par médias sûrs, on va avoir certains grands médias qui vont avoir un pôle de journalistes scientifiques qui peuvent avoir des informations qui sont un peu mieux vérifiées. Sinon après, tout simplement, les sites du style INRS qui alors ont un petit peu de retard, mais généralement étaient assez mis à jour quand même relativement rapidement. Et puis après, on a aussi tous les sites d'actualité liés à l'hygiène, sécurité, environnement qui sont spécialisés sur le sujet, qui avaient aussi pas mal d'informations. On a après tous les sites gouvernementaux, forcément aussi, qui vont avoir toutes les sources et toutes les informations sur les protocoles et les consignes données. Et après, n'hésitez pas non plus à vous rapprocher du service de santé au travail pour être orienté sur un site particulier qui va correspondre aussi à votre activité. Ça peut aussi vous aider à trouver des bonnes sources. Après, voilà, il faut essayer d'éviter tout ce qui va être réseaux sociaux, blogs, etc., où l'info n'est pas sourcée, où l'info peut être surinterprétée. Et parfois, même si on va avoir une source avec un article scientifique, ça peut être un article scientifique qui est complètement isolé du reste, ça peut être un article scientifique qui a été lu un petit peu à la va-vite ou qui a été surinterprété, donc du coup l'information qui va en ressortir ne sera pas totalement exacte. Donc voilà, il faut rester méfiant avec certains médias qui pourraient induire en erreur. Ensuite, on va conseiller de réaliser un plan de continuité de l'activité ou de reprise de l'activité, tout simplement pour détailler différentes situations, hein, si on a une contamination, si on a une rupture d'approvisionnement, si voilà, on a un responsable qui se retrouve absent, etc. Comment faire, qui doit faire quoi, etc. Enfin, c'est vraiment une des bases pour que l'activité soit le moins perturbée possible sur des cas problématiques. Ce qui implique de se préparer un maximum en avance et donc de préparer les différentes étapes possibles de l'épidémie avec les éléments qui peuvent arriver de manière un peu inopportune. On conseille aussi d'échanger un maximum avec le CSE sur les mesures envisagées et ou mises en place, tout simplement pour avoir un maximum d'informations sur l'applicabilité des mesures, sur le retour d'expérience de ces mesures, sur le fait que ces mesures pourraient ou non être améliorées et de quelle façon. Plus on va avoir d'échanges sociaux, plus on va avoir des actions qui vont être efficaces. Donc, si vous n'avez pas de CSE, ça peut se faire en direct avec les salariés, hein, c'est pas exclu non plus. Mais disons que ça permet d'avoir quelque chose qui va être utile du point de vue prévention le plus utile possible. Et ensuite, n'hésitez pas non plus à faire un retour d'expérience sur la période qui a été passée, donc confinement, post-confinement, à savoir ce qui a marché, ce qui a moins bien marché, ce qui est amélioré et du coup comment faire avec un plan d'action pour vraiment s'y tenir, à savoir qui doit faire quoi, dans quel délai. C'est vraiment important parce qu'on peut retrouver des situations similaires à l'avenir. Alors ça peut être dans cette épidémie, ça peut être dans une épidémie ultérieure. Ça peut être aussi en cas de catastrophe naturelle, on va se retrouver dans une situation de crise. Tout ça, c'est ce qui va permettre à l'entreprise de tirer des bénéfices et de mieux se préparer pour les fois suivantes. Donc, le retour d'expérience va être assez important aussi sur ce plan-là. Donc, voilà pour le plan global.
Sur la partie risque biologique, voilà, il y a des choses qui vont perdurer et qui devront idéalement perdurer le plus possible, à savoir le lavage des mains. L'hygiène générale, voilà, a été améliorée et donc du coup, il faudra aussi faire persister ces habitudes-là pour pouvoir justement limiter les contaminations, ne serait-ce que par la suite, après le Covid, pour les gastro, les grippes, etc., ça sera idéal. L'accès au gel hydroalcoolique, même chose. On conseille aussi d'avoir une réserve de masques. Donc là, en ce moment, le gouvernement conseille et recommande fortement d'avoir 10 semaines de stock. Donc voilà, c'est toujours utile d'avoir un stock de masques. Je pense qu'on a beaucoup été choqués par voilà, la disponibilité des masques et donc du coup, ça a servi de leçon pour pas mal de monde. Donc voilà, essayons d'en tirer aussi une bonne expérience pour faire ces réserves de masques et être préparé pour d'éventuelles rechutes. Il y a aussi la prise en compte du contact avec le public et la gestion des files d'attente qui, du coup, sera à maintenir. C'est quelque chose qui était complètement zappé auparavant. Hein. D'expérience, quand on faisait des fiches d'entreprise et qu'on disait que des personnes en contact avec le public étaient exposées à un risque biologique, plus de 9 fois sur 10, on nous posait la question mais comment ça se fait, c'est pas vraiment un risque biologique. Et voilà, d'expliquer qu'on était exposé à des contaminations via le contact avec le public, c'était pas forcément bien pris en compte. Donc là maintenant, ça fait partie des choses qui sont mieux prises en compte et qui devront rester idéalement dans la durée pour être mieux préparés par la suite. Et puis ensuite, tout ce qui va être procédure, voilà, que faire en cas de symptômes, en cas de cas contact au niveau de l'entreprise, si une personne est malade parmi les salariés, si un client a été malade, il était présent dans le magasin. Tout ça, voilà, tous ces protocoles, toutes ces procédures qui ont été mises en place, c'est à garder et ça sera à réutiliser parce que on a bien vu que voilà, il y a un temps de latence entre l'émergence d'un risque et puis l'application, notamment par les pouvoirs publics. Donc tout ça, ça permettra d'être mieux préparé en cas de nouvelle épidémie parce que on aura déjà ces éléments-là qui seront disponibles et faute de mieux, ce seront probablement les plus pertinents. Au niveau du télétravail, il y a aussi un effort à faire justement sur la mise en place d'un accord ou d'une charte sur le télétravail. Donc ça, c'est à voir avec vos délégués, enfin les membres du CSE ou alors directement avec les salariés. Si vous en avez déjà en place une charte ou un accord, pensez aussi à le mettre à jour en incluant les possibilités de télétravail subi, prolongé, comme on a eu pendant le confinement. Parce que c'est pas du tout le même genre de télétravail, ça n'implique pas les mêmes choses et il y a des éléments qui ne sont pas applicables dans des accords télétravail dans les cadres de confinement. Ensuite, préparer l'accès aux équipements et aux logiciels à distance. Ça aussi, c'est important d'avoir cette préparation-là pour que ça puisse se faire rapidement. On a bien vu là au mois de mars, dans l'espace de quelques jours, on est passé de fonctionnement normal à télétravail exclusif pour certaines entreprises. Donc du coup, ça a demandé un temps de préparation important, un temps de réaction qui peut être long et parfois aussi des choses qui n'ont pas été pensées à l'avance. Donc du coup, ça aussi à préparer. Et il faut aider aussi les salariés à installer, à aménager un espace de travail à domicile. Donc ça peut être soit en relayant des informations, des flyers, etc., soit tout simplement en vous rapprochant du service de santé au travail et du coup en demandant des conseils qui peuvent être soit par le biais de l'employeur, soit directement avec les salariés par la suite. Et enfin, sur les risques psychosociaux, ce qui va être important en cas de nouvelles vagues ou de nouvelles épidémies, c'est que même en cas de télétravail, il faut maintenir le lien hiérarchique dans la structure et le lien entre les collègues, donc soit en organisant des appels, soit en organisant des réunions à distance. Ça peut ne pas être forcément des très grosses réunions, mais simplement de faire des points. Alors ça peut être des points de 5 minutes hebdomadaires sur la situation, qu'est-ce qui s'est passé hier, qu'est-ce qu'on attend aujourd'hui, et puis voilà, quelles sont les nouvelles pour l'entreprise de manière globale. Ça peut être
C'est important tout simplement pour garder le lien social dans l'entreprise. Laisser de la flexibilité dans l'organisation en télétravail, ne pas être tout le temps sur les personnes. D'autant qu'on va avoir des personnes, si elles sont en télétravail, qui peuvent avoir des enfants à la maison, qui vont avoir besoin du coup d'aménagement un peu plus spécifique. Donc voilà, au niveau des horaires, à réfléchir à une souplesse par rapport au télétravail. Ensuite, sur l'hyperconnexion, il faut rester vigilant aussi. L'idéal, c'est quand même de faire diffuser la règle de ne pas contacter des personnes en dehors des heures de travail ou en dehors des jours travaillés, et de faire respecter ces règles-là dans l'entreprise. Ensuite, il faut organiser la reprise, donc soit suite à un confinement, soit télétravail, soit chômage partiel, avec voilà, une organisation avec un accueil qui va être plutôt individualisé. Essayer de voir des personnes, donc c'est organisé par les managers de proximité, mais essayer voilà, d'avoir un accueil qui soit individualisé pour faire le point sur ce qui s'est passé pendant la période en dehors du lieu de travail, et puis faire le point sur ce qui est attendu et ce qui va être mis en place sur le lieu de travail. Prévoir aussi un temps de réadaptation. Clairement, voilà, on a bien vu que c'est compliqué de reprendre au même niveau de rentabilité qu'on avait avant le confinement. Et pour les entreprises qui demandaient encore plus d'activité parce que voilà, il fallait rattraper le retard, ça a été d'autant plus compliqué à gérer pour ces entreprises-là. N'hésitez pas aussi à communiquer sur l'avenir de l'entreprise, même si l'avenir n'est pas forcément reluisante, il vaut mieux être conscient de ce qui se passe plutôt que d'être dans l'inconnu. Donc du coup, c'est quelque chose aussi à prendre en compte. Voilà, et c'est aussi pour les salariés un moyen de savoir quoi faire pour améliorer les chances de réussite de l'entreprise. Donc il faut essayer d'être transparent sur ces éléments-là. Il faut aussi prendre en considération les risques d'agression. Parce que là, on a été un petit peu surpris voilà, d'agression par des clients qui ne voulaient pas porter le masque, qui ne voulaient pas respecter les règles sanitaires. Donc il faut aussi prendre ça en compte. Réfléchir idéalement à mettre en place un protocole sur voilà, comment faire dans ce genre de cas de figure, qui prévenir, comment on réagit, quelle personne on prévient, quel argument on donne et quelle suite à donner. Et puis ne pas hésiter non plus pour des personnes qui peuvent en avoir besoin, si vous le voyez, si vous le ressentez, de les orienter vers un professionnel de santé. Donc ça peut être le médecin du travail, ça peut être un psychologue, etc. Mais il ne faut pas hésiter à les orienter, et en particulier même après coup, parce qu'en fait, on peut avoir des effets qui vont se ressentir sur le long terme, avec des personnes qui vont revenir d'une période de confinement, qui vont les perturber fortement, qui vont être contentes de revenir au travail et qui vont être en bonne forme, mais qui, à la longue, vont finir par décompenser, et on va avoir des effets qui vont se ressentir après coup et donc à distance. Donc il faut rester aussi vigilant par rapport à ces points-là. Voilà pour la présentation. J'avais noté juste une question donc, par rapport au nettoyage de la moquette. Je reviens rapidement. Pour le nettoyage de la moquette, effectivement, on va avoir la difficulté qu'on ne peut pas utiliser l'aspirateur puisque l'aspirateur va relarguer des particules fines dans l'air qui peuvent contenir du virus. Donc, on va limiter l'aspirateur aux aspirateurs qui ont des filtres à haute performance, ce qui va être léger. Mais par contre, effectivement, le nettoyage à la vapeur va être une solution. On a des nettoyants aussi, désinfectants spécifiques pour les moquettes. Par contre, après, pour enlever tout ce qui va être poussière, ça va être effectivement très compliqué dans ces situations-là de faire le nettoyage des moquettes. Est-ce qu'on avait d'autres questions ? Les replays, etc. Donc, on a un petit peu dépassé. Voilà, pour le diaporama, de toute façon, vous pourrez vous rapprocher de votre service de santé au travail. On fera les diffusions ultérieurement, sinon sur les sites internet des services de santé au travail. Il y aura les accès. Donc après, ne vous inquiétez pas, ils vont pouvoir circuler. Donc, on va laisser la place pour la séance suivante qui est dédiée à la mise à jour du document unique. Donc, je vous remercie à tous d'avoir suivi cette présentation. Merci au Dr Hamel aussi d'avoir été là.
Et puis, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne continuation et n'hésitez pas à revenir vers votre service de santé au travail. Si vous avez la moindre question, on va avoir la réponse ou on va la chercher pour vous. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Donc, merci à vous et bonne journée. Bonne continuation à tous. Au revoir.